Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé un peu de partager avec vous les échanges que j'ai via Telegram. Je le mettrai en description si vous voulez me contacter. Avec des personnes qui me contactent soit pour devenir administrateur système, se former dans l'informatique de manière générale, ou des questions sur le freelancing dans l'informatique. Et donc là, le sujet principal, ça va être le freelancing, parce que ça revient assez souvent et il y a pas mal de questions qui reviennent que je trouve intéressantes et légitimes de se poser quand on connaît pas le sujet, pas du tout le sujet, et qu'on vient de créer son auto-entreprise et qu'on essaye un peu de trouver sa première mission. Donc, la première question qui revient assez souvent et que j'aimerais régler définitivement, c'est une question de CDI camouflé. C'est-à-dire que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit oui, quand je regarde les offres d'emploi, je vois que les compétences et les tâches demandées sont les mêmes qu'en salariat. Est-ce que en freelance, c'est pas considéré comme du CDI déguisé ou du salariat déguisé à cause de ça, quoi. Non, parce que tout simplement, les tâches que vous allez avoir, que ce soit en salariat ou en freelancing, sont les mêmes. Effectivement, le titre du poste peut être le même. La seule différence, c'est le lien de subordination que vous allez avoir avec les personnes avec qui vous allez travailler. Donc potentiellement, votre responsable. Donc quand vous êtes en salariat, vous avez forcément un N+1, N+2, N+3, ça dépend de la taille de l'entreprise. C'est la même chose en freelancing. La différence, c'est que vous n'avez pas de lien de subordination direct à proprement parler. Je m'explique. Effectivement, ça va être votre chef sur le papier parce que potentiellement, il a d'autres personnes dans son équipe qui sont des salariés. Donc c'est le chef d'équipe, le chef de projet par exemple. Mais c'est un client. Vous, dans votre position, la personne que vous avez en face de vous, c'est pas forcément le chef d'équipe, c'est l'entreprise qu'il faut voir. Et donc c'est votre client. Et donc à ce moment-là, vous n'avez pas le même lien de subordination qu'un salarié. Un salarié a des congés à un instant T, il peut bénéficier de certaines primes et d'autres bénéfices qu'on peut avoir en tant que salarié. Vous, en tant que prestataire, vous n'avez pas accès à ces bénéfices. Donc non, c'est pas du salariat déguisé, c'est une autre forme de contrat, c'est une autre forme de prestation. Ok, vous faites les mêmes tâches, mais c'est pas la même manière de fonctionner. Vous, par exemple, vous pouvez vous retrouver à travailler un jour férié, par exemple, ok, alors qu'un salarié, non. Mais vous, oui. Pourquoi ? Par exemple, un jour férié, vous pouvez profiter du fait que y a très peu de personnes dans la société qui travaillent ce jour-là, voire personne, et donc mettre à jour des serveurs en production ou autre. Ok ? Donc non, c'est pas du salariat déguisé, et ça en règle générale, d'ailleurs, ça concerne plus votre client que vous, à titre de freelance. Okay ? Si vous êtes freelance, c'est plus la société qui est cliente qui peut se retrouver dans ces situations où on va lui reprocher de faire du salariat déguisé. Vous, ça ne vous concerne pas. Okay ? Donc il y a le lien de subordination. Et puis potentiellement, si dans votre année vous avez d'autres clients, alors on verra après la notion d'avoir d'autres clients, mais si dans l'année vous faites une autre prestation secondaire où vous vendez, je sais pas moi, un site web ou un petit dépannage par-ci par-là, où vous vendez n'importe quoi, vous avez plusieurs clients, donc il n'y a pas de problème de CDI camouflé parce que vous avez différents clients. Ok ? Ensuite, par rapport aux missions, il y a deux grands types de missions. Il y a les missions en régie et les missions en forfait. Pourquoi on va parler de ça ? C'est parce que j'ai eu une question où on me disait j'aimerais bien pouvoir faire des missions où j'ai du temps pour moi, donc travailler ponctuellement 2, 3, 4 mois et pendant 1 ou 2 mois ne pas travailler et profiter de cet argent pour voyager ou autre, me former, faire quelque chose d'autre. Okay ? Donc ça c'est possible et on va revenir aussi encore un peu plus tard sur ce sujet, je vais vous donner mon avis. Mais principalement voilà pourquoi je vais vous répondre de ces deux missions qui répondent à la question, c'est les missions en régie, où en gros vous êtes placé un peu comme si vous travailliez en intérim en fait chez un client. Vous avez un intermédiaire qui est un recruteur, un chasseur de tête. En règle générale, vous allez les trouver sur LinkedIn, et vous avez aussi des ESN, entreprises de services numériques, qui tout simplement ont une base de données clients, de gros clients, des clients qui ont des gros budgets et qui délèguent la partie recrutement à ces boîtes. Okay ? Et donc eux, leur rôle, c'est d'aller chasser des prestataires de services. C'est pour ça que je vous encourage à vous mettre sur LinkedIn, entre autres, il n'y a pas que LinkedIn. Et ils vont venir vous contacter, vous appeler et vous proposer ces missions. Et donc à ce moment-là, vous allez être en entretien avec eux, etc. Et ensuite, ils vous placent, chez ce client. Si ça se passe bien, vous allez faire un second entretien technique avec le client. Si ça se passe bien, vous êtes placé. Donc à ce moment-là, ils prennent leur commission. Donc ça, c'est la mission en régie. C'est comme de l'intérim.
ils prennent leur commission, les recruteurs prennent leur commission et vous travaillez chez un client pendant un temps donné. Okay. Ensuite, vous avez les missions au forfait, et les missions au forfait, c'est les missions où on va tout simplement, en tant que professionnel, en tant que freelance, vendre un produit ou un service à un client. Il va avoir un problème et nous, on va lui vendre une solution en estimant le délai de livraison de cette solution et le prix. C'est-à-dire, par exemple, voilà, vous avez un client qui vous dit, voilà, moi j'avais 2-3 salariés au début, là on commence à être 10, j'aimerais bien avoir une petite infra pour qu'on puisse travailler tous ensemble de manière professionnelle. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Et donc là, à ce moment-là, vous allez lui proposer une solution où vous allez dire, OK, je vais vous mettre en place une infrastructure, vous aurez un serveur de fichiers, vous aurez des outils pour communiquer, messagerie instantanée, etc., etc. Et donc, ça sera, par exemple, je sais pas moi, 30 000 € et ça sera mis en place sous 3 mois. Okay, donc là, vous garantissez une livraison, okay, quelque chose que vous allez livrer, et vous fixez votre prix. C'est à vous, derrière, de faire en sorte d'être rentable. Okay, donc, ça, c'est des missions au forfait. Donc, à ce moment-là, oui, vous avez le contrôle du timing. Vous pouvez dire, OK, ça va me prendre 3 mois, je vais bosser là-dessus, OK, et puis après, je vais faire ce que je veux. Okay. Donc, voilà les deux types de missions principales que vous allez avoir. Ensuite, il y a une autre question qui est revenue, toujours par rapport à ce sujet, qui est de faire des missions courtes et de pouvoir faire ce que je veux. C'est est-ce que si j'ai une mission, par exemple, longue de 6 mois, 1 an ou plus, et que je veux changer de mission, soit pour faire ce que je veux, soit pour faire autre chose, soit pour aller dans une autre mission où on me paye mieux, potentiellement, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux quitter la mission avant? Alors oui, vous pouvez le faire. Alors encore une fois, moi, ça m'est pas arrivé. Mais si vous trouvez une mission de 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien, ou plus, et vous trouvez une mission qui est mieux payée, où il y a même un meilleur contexte professionnel, je veux dire sur l'aspect technique, vous pouvez monter en compétences ou autre, et vous pensez que ce sera plus intéressant pour vous, moi je vous encourage à le faire. Et oui, vous avez le droit. C'est un contrat que vous avez avec le client. Maintenant, il suffit d'être professionnel. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, OK, vous avez votre mission, ça fait 6 mois que vous êtes là-bas, vous avez une mission d'1 an, écoutez, vous voulez changer de mission, on veut que dans l'autre mission vous démarriez, je sais pas moi, 6 semaines ou 8 semaines plus tard, eh bien vous contactez votre client et vous lui dites, écoutez, moi je vais arrêter la mission avec vous, vous faites ça de manière professionnelle, vous donnez un préavis, vous dites voilà, je pars dans 2 mois, il va falloir trouver un remplaçant, voilà, je vais pas pouvoir continuer, et vous trouvez tout simplement des arguments pour justifier ça. Et il n'y a pas de souci. Maintenant, il ne faut pas faire l'autruche, partir du jour au lendemain, ne plus donner de nouvelles. Tout simplement, il suffit juste d'être professionnel et d'expliquer votre situation. Vous n'êtes pas obligé de lui dire que vous allez changer de mission, hein. Ça ne les regarde pas. Mais tout simplement, les prévenir que d'ici 2 mois, vous allez plus être disponible pour raisons personnelles ou autres, ou professionnelles, changement de carrière, formation. Vous avez plein d'excuses à trouver ou d'arguments. Et je vous encourage à changer de mission si vous trouvez quelque chose de meilleur. Maintenant, c'est vous qui prenez ce risque. Okay, si on vous propose une autre mission, qu'on vous dit que c'est super, vous arrivez là-bas, vous vous rendez compte que c'est nul, ça c'est à vous de prendre ce risque. D'accord. Et il faut savoir aussi, pour revenir sur les recruteurs, qui vous envoient pas mal de rêves. D'accord. On va revenir dessus juste après, mais on peut se méfier avec les recruteurs. Ensuite, j'ai eu une question qui est est-ce que je peux avoir un seul client? Oui, vous pouvez avoir un seul client. Encore une fois, il y en a qui vont vous dire c'est du salariat déguisé ou autre. Non. Vous pouvez avoir un seul client. Le seul risque que vous avez, c'est de perdre votre client. Voilà. Mais en règle générale, en mission, pour la majorité des gens qui sont en freelance et en mission, ils ont un seul client. Je parle pour les personnes qui sont en régie. Donc vous êtes placé quelque part. En règle générale, vous avez un seul client. Mais vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez en avoir 2, 3, ça c'est vous. Comment vous vous organisez, comment vous arrivez à organiser votre travail, votre temps de travail. Et vous pouvez aussi en avoir plusieurs en faisant de la régie, puis ponctuellement aussi du forfait. L'un n'empêche pas l'autre. D'accord. Ensuite, comme je viens de vous le dire, conserver le même client sans risquer quoi que ce soit, oui. Alors, il y a quelque chose qui est revenu aussi, c'est j'ai entendu dire que si on travaillait avec le même client pendant pas mal d'années, on risquait quelque chose. Non, vous ne risquez rien du tout. Vous avez le droit de garder le même client pendant des années, tant que ça se passe bien, tant qu'il n'y a pas, encore une fois, vous n'êtes pas traité comme un salarié, c'est-à-dire que voilà, vous avez renégocié vos contrats, quand vous ne travaillez pas, vous prévenez votre client que vous ne travaillez pas et vous n'êtes pas payé, voilà, tout simplement. J'ai eu aussi cette question qui est, est-ce que je peux conserver le même client sans risquer quoi que ce soit, parce que j'ai entendu dire que si on travaillait avec le même client pendant plusieurs années, c'était interdit. Non, j'ai travaillé avec des clients pendant plus de 3-4 ans et j'ai jamais eu de problème.
Donc vous pouvez vérifier sur internet. Je crois que sur le site du gouvernement, on a la réponse. Donc si je la retrouve, je vous enverrai la réponse dans la vidéo. Et oui, vous pouvez travailler pour le même client pendant plusieurs années, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Si vous avez quelque chose qui dit le contraire, montrez-le moi parce que je ne vois pas ce qui pourrait justifier ça en fait. Alors on va revenir sur la partie mission courte, comme je vous l'ai dit. Parce que là en fait c'était, comme je vous ai dit, le but de cette personne c'était de travailler, ramasser un peu d'argent et de partir voyager. Ok, donc travailler 2 mois et voyager 1 mois ponctuellement. Ce que je lui ai répondu, c'est que je comprenais très bien cette façon de voir les choses, parce que voilà, on n'a pas forcément envie de travailler tout le temps. Si on est jeune, on a envie de voyager ou autre, pas forcément jeune, mais si on a envie de faire des choses, on a envie de se former, on a envie de découvrir des choses, on n'a pas forcément envie aujourd'hui de consacrer 100% de son temps durant une année à travailler, ou du moins 90% et 10% de vacances. Donc je comprends très bien. Maintenant, de mon point de vue, c'est pas une bonne stratégie à long terme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, faire ce fonctionnement-là, ça va vous mettre dans des situations où vous allez subir des choses. Dans le sens où si vous travaillez 2 mois, vous arrivez à trouver une mission de 2 mois déjà, vous arrêtez. Je sais pas, vous avez gagné peut-être 7-8 000 euros, 10 000 euros en 2 mois. On enlève les cotisations, etc. Il vous reste peut-être 6 000 euros avec vos dépenses mensuelles. Et que vous décidez de partir, je sais pas moi, dans un pays un peu moins cher, au Vietnam, en Thaïlande, Indonésie, ce que vous voulez, pour voyager. Vous pouvez le faire. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'à la fin du mois, ou voire 2 mois en Indonésie, vous n'avez plus de thunes. Vous n'avez plus d'argent. Donc vous allez devoir revenir à la case départ. Et donc revenir à la case départ, ça veut dire ne pas avoir le choix. Et donc subir. Donc il est là le problème. C'est qu'en fait, vous allez bosser 2 mois, avoir votre argent, faire ce que vous avez envie, et puis après, pas faire ce que vous avez envie. Redevoir travailler. Et donc, c'est un peu malsain à long terme, en fait. Donc vous n'allez pas bénéficier à long terme des opportunités que le voyage va vous apporter ou n'importe quelle autre activité. Vous n'allez pas faire ce que vous voulez quand vous voulez. Et je pense que c'est un peu la finalité en fait de ce mode de fonctionnement, en tout cas digital nomade, etc. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est pouvoir faire ce que vous voulez quand vous voulez. Et faire ce que vous voulez, ça ne veut pas dire faire que des vacances ou que s'amuser. Ça veut dire aussi travailler. Des fois, vous avez envie de travailler. Moi, je vous le dis, j'ai été nomade pendant 1 an. C'est bien, mais à un moment donné, vous passez 2 semaines dans tel pays, 3 semaines dans un autre pays, 2 semaines dans un autre pays, vous changez donc de pays, et donc il y a du décalage horaire, et le décalage horaire change à chaque fois. C'est compliqué en fait de vous organiser et de travailler sur des projets sérieusement. Et des fois, vous avez envie tout simplement d'être sérieux, et je sais pas, vous découvrez une nouvelle technologie, vous voulez l'apprendre sérieusement, ou bien vous avez un sujet, un projet en entreprise qui est super intéressant et vous voulez faire ça en vous impliquant, c'est compliqué en fait. Et donc vous n'avez pas le temps, par exemple, d'aller travailler après votre temps de travail sur ce sujet-là de votre côté, en fait, pour monter en compétence, tout simplement parce que ça vous intéresse, ça vous stimule. Mais vous ne pouvez pas parce que, je sais pas, vous finissez votre boulot à 2h du matin parce qu'il y a un décalage horaire et que il est 18h en France. Ok ? Donc, ça a des inconvénients, en fait, dans le sens où vous ne pouvez pas avoir le contrôle de faire ce que vous voulez quand vous voulez en réalité. Et donc, pour revenir sur la partie ma recommandation, en fait, ce que je vous recommande, c'est plutôt en fait de penser long terme. C'est de vous dire, ok, je vais prendre une mission qui va me payer le mieux possible, ok, pendant 6 mois, 1 an. Le but étant d'économiser assez d'argent pour pouvoir ne pas travailler pendant 1 an. Et donc avoir une épargne de secours. Ça, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais de mon point de vue, c'est très important d'avoir une épargne de secours. En fait, cette épargne de secours, elle va vous permettre de faire ce que vous voulez. Dans le sens où si vous travaillez pendant 1 an, vous mettez entre 10 et 30 000 euros de côté. Okay, ça va dépendre de votre situation, de vos dépenses mensuelles, mensuelles, annuelles. Faites vos calculs. Dans le sens où vous prenez votre fiche d'imposition, vous estimez à peu près combien vous dépensez par an, et vous dites ok, il me faut autant pour avoir 1 an de travail, 1 an d'économie où j'ai pas besoin de travailler. Okay, à partir du moment où vous avez cette somme-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez travailler 2 mois et partir en vacances, il n'y a pas de problème. Parce que vous travaillez 2 mois, vous encaissez de l'argent, ok, vous avez votre épargne de côté, on va dire de 20 000 euros, et si pendant 1 mois vous faites des vacances ou vous profitez, il n'y a pas de problème en fait. Si vous voulez étendre ça à 2 mois, il n'y a pas de problème. 3 mois, il n'y a pas de problème. Okay, maintenant que vous avez envie de travailler, vous pouvez revenir et travailler. Mais vous aurez toujours une somme qui va vous permettre de rebondir et de faire ce que vous voulez. En fait, juste ce sacrifice d'1 an va vous permettre de
de faire ce que vous voulez tout le temps. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir des sommes délirantes, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un 50 000, 100 000, 200 000 euros. Mais juste avoir cette somme-là va vous permettre, tout simplement, de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Et de bosser à votre rythme et potentiellement même de vous retourner, parce qu'il y a des moments où vous pouvez être malade, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre famille qui va avoir besoin de votre soutien, et donc à ce moment-là, lui accorder du temps, et donc ne pas travailler. Vous pouvez aussi vous former, encore une fois, pour monter en compétence, augmenter votre TJM, et sacrifier 1 ou 2 mois de votre épargne là-dedans, parce que vous allez vous former. Okay, donc, à partir du moment où vous faites ça, je vous recommande plutôt de travailler à long terme, d'avoir une épargne de secours, et ensuite de faire ce que vous avez envie de faire. Alors, pour revenir sur les chasseurs de tête, ou les ESN ou autres, toute personne qui va venir vous solliciter pour travailler chez un client, il faut savoir que ce ne sont pas vos amis. Alors encore une fois, ça peut le devenir, hein, okay, mais au premier abord, ils vont souvent vous contacter avec pas mal d'enthousiasme, en vous disant que vous correspondez parfaitement au profil, que le client c'est un super client, que le projet c'est un super projet, bref le mot super il va revenir tout le temps, tout est super, d'accord ? Sauf que en fait, eux leur but, il faut le savoir, c'est tout simplement de vous placer chez un client. Pourquoi ? Parce que chaque jour que vous allez passer chez le client, eux ils prennent une commission. Imaginons, je sais pas, vous avez un TGM de 300 euros, okay, vous avez négocié un TGM de 300 euros avec le SN ou le recruteur, eh bien, sachez qu'en règle générale, il va prendre peut-être entre 5 et 20-25%, enfin ça dépend, vraiment c'est aléatoire, il y en a, ils peuvent même vous prendre 50%, ça dépend des missions, vraiment il y en a, c'est hardcore. Mais on va dire, imaginons pour cet exemple, vous avez un TGM de 300 euros et que la personne elle prend 40 euros de TGM par jour sur vous en fait, à chaque fois que vous travaillez. Okay, et puis vous travaillez un mois, et écoutez, par mois, ça lui fait quelque chose comme 800 euros juste pour vous. C'est-à-dire, il gagne 800, c'est-à-dire que le recruteur gagne 800 euros simplement en vous ayant placé chez un client. Ce qui fait qu'il a tout intérêt à ce que vous restiez chez le client à long terme, 6 mois, 1 an. C'est pour ça qu'en règle générale, ils vous diront des choses en vous disant oui, les clients, ils n'aiment pas voir des trous dans le CV, oui, les clients n'aiment pas ceci, bref, ils vous diront tout le temps des choses, ils vous donneront tout le temps des arguments qui iront dans leur sens tout simplement parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Okay, maintenant, c'est le jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est difficile en fait de rentrer en contact directement avec des clients directs, du moins de grosses entreprises, sans réseau, surtout quand vous démarrez. Donc vous êtes obligé de passer par eux. Donc la première chose que vous devez faire, c'est vraiment d'apprendre à bypasser ce premier niveau qui est le recruteur. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez vraiment correspondre au profil qu'ils recherchent et dire oui à tout ce qu'ils vous disent. Quand je dis oui à tout ce qu'ils vous disent, ça veut dire au niveau compétences techniques et que vous correspondez au profil. Et quand je dis oui à tout ce qu'ils vous disent, quand vous échangez avec des recruteurs, vous ne devez pas avoir une position de salarié en fait dans l'entretien. Vous devez avoir une position de freelance en fait, de quelqu'un en fait qui va proposer une solution, fournir une solution de la personne qui est capable de résoudre le problème du client. D'accord ? Et ça, vous devez le faire avec le recruteur. Et le recruteur, lui, il n'est pas technique. Donc, vous pouvez lui envoyer n'importe quelle technologie ou n'importe quelle chose technique que vous avez apprise. Il va vous dire oui, oui, avec un grand sourire en vous disant qu'il comprend ce que vous dites. Mais ce n'est pas vrai. En fait, lui, ce qui l'importe, c'est vraiment de vous entendre parler, la manière dont vous communiquez, la manière dont vous échangez et la prestance que vous allez avoir dans l'échange avec lui. Et de cette manière-là, il vous présentera au client. Et c'est ça, votre objectif numéro 1, c'est qu'il vous présente au client. À partir du moment où il vous présente au client, en règle générale, c'est là où, pour vous, c'est plus simple. Parce qu'à ce moment-là, vous allez arriver devant le client, il est plus technique, il sait plus ce qu'il veut, ok ? Et donc, à ce moment-là, si vous savez communiquer correctement et que vous êtes quelqu'un de posé, de réfléchi et qui est compétent, encore une fois, on ne vous demande pas d'être compétent comme un génie, mais de savoir résoudre le problème que le client veut résoudre, à ce moment-là, vous allez être pris. Mais la difficulté, c'est vraiment de passer le recruteur, parce que ce sont des personnes, encore une fois, qui pensent qu'à l'argent, mais c'est un peu leur motivation du jour. Il faut savoir qu'eux, toute la journée, ils appellent des prestataires et ils essaient d'avoir des profils qui correspondent à leurs clients. Donc vous n'êtes pas le seul. Hein. Je veux dire, dans la journée, des appels, ils en font un paquet. Donc, par contre, quand ils vous appellent avec enthousiasme. C'est-à-dire que vous avez l'impression que
vous êtes la pépite, mais c'est pas le cas, vous n'êtes pas la pépite. Vous êtes un parmi tant d'autres, et voilà, s'ils peuvent placer quelqu'un d'autre moins cher que vous, ils le feront. Voilà, ils doivent quand même ramener des personnes qui sont un minimum compétentes pour pas passer pour des rigolos devant les clients, d'accord? Donc voilà, l'idée c'est de vous dire que ce ne sont pas vos amis, c'est pas vos ennemis non plus, mais ne soyez pas naïfs lorsque vous parlez avec eux. Faites en sorte de montrer que vous êtes compétent lorsque vous échangez avec eux, et surtout, faites-en beaucoup, ok? N'attendez pas les retours d'un seul recruteur, d'accord? En fait, à ce moment-là, c'est le jeu des nombres. Plus vous allez faire d'entretiens, plus vous avez de chances de passer l'entretien technique avec le client, et plus vous avez de chances de trouver une mission. C'est aussi simple que ça. Franchement, c'est un marathon. Trouver une mission, c'est un marathon, surtout la première mission. Après, vous êtes plus sollicité. Je vous recommande aussi, quand vous avez vos premières missions, ou vous êtes déjà en mission, de continuer à prospecter, ok, donc de faire des entretiens, etc. C'est des choses qui vous permettent toujours d'être à l'aise dans le marché de l'emploi. D'accord? En tout cas, côté freelance. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de toutes les questions concernant le freelance, en tout cas qu'on m'a posées récemment et auxquelles j'ai répondu via le Telegram. Je le mettrai en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. On est très peu, donc je peux me permettre de vous répondre. Puis moi, ça m'encourage à continuer aussi sur YouTube parce que j'ai très peu de commentaires sous les vidéos. Voilà, si vous avez des questions, allez-y. Mais en tout cas, sur Telegram, je suis assez sollicité par les personnes en direct. Et voilà, j'ai des questions vraiment pertinentes et des personnes qui sont vraiment motivées et qui se bougent, quoi, et qui tentent des choses. Voilà, m'envoyer des messages en me disant ouais, j'ai fait mon statut auto-entrepreneur, c'est quoi l'étape suivante, etc., etc. Et voilà, c'est stimulant. Voilà, donc merci de m'avoir écouté jusque-là et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.